Salut tout le monde et bienvenue au podcast Les vraies affaires zéro bullshit. Ici Roch Chalette. Merci d'être là. Vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube Les vraies affaires zéro bullshit. Je vous invite à vous abonner. Si vous l'êtes, partagez les vidéos. Ça ferait bien mon affaire. Ça nous aiderait beaucoup à diffuser un peu le message que je tente de vous lancer. Et si vous continuez à regarder l'ensemble des informations, vous allez arriver dans la description. Si vous cliquez sur le lien, bien, ça vous permettrait de gagner jusqu'à 100 $ par semaine en cadeau et aussi bénéficier de rabais importants pour des achats en ligne allant de 1 à 30 % de retour en argent sonnant comptant. Cash, du cashback. Voilà. Aujourd'hui, plusieurs sujets dans le domaine municipal à Gatineau. Il y a eu beaucoup d'actualités et je voulais vous en faire part. Je vais commencer tout d'abord avec la déclaration de Mike Duggan. Mike Duggan, vous le savez, c'est un conseiller assez particulier. Il n'est pas à une première déclaration un peu frivole. Mais là, il a décidé de se lever cette semaine au conseil municipal pour rendre un hommage posthume à Constance Provost, hein, cette dame de fer d'Elmer, tant aimée par ses citoyens. Moi, j'ai connu Constance lorsqu'elle était active, bien sûr, en politique, puis c'est une femme extraordinaire qui a pavé la voie à plein d'autres femmes en politique municipale. C'était un personnage, Constance Provost, ici en Outaouais. Elle est décédée à un âge vénérable. Puis, Mike Duggan a décidé de se lever, il vient d'Elmer, bien sûr, puis parlait de Constance Provost. Sauf que dans son discours, pas très long, c'est important de le dire, là, préparé, je soupçonne même qu'il lisait, il est allé de différentes déclarations qui ont heurté, puis qui m'ont heurté moi. Essentiellement, il a dit que, Constance Provost, là, elle aimait beaucoup trois choses. Elle aimait parler de politique, elle aimait prendre un verre de vin, puis elle aimait les hommes. Ouais. Ensuite, il continue en disant, moi, je l'ai rencontré, puis en passant, je ne vous ferai pas entendre l'extrait, parce que je trouve que ça n'a pas de bon sens. Après ça, il continue en disant, moi, je l'ai rencontré, puis, tu sais, elle me prend par la taille, puis elle me met sa main autour de la taille, puis la première chose que je sais, c'est que sa main descend, puis là, il fait le geste, puis là, elle me pogne une fesse. Puis, elle a un beau sourire, puis elle me fait un clin d'œil, parce que, tu sais, Mike Duggan dit, je resterais bête, là, je la regarde, cela. Puis il fait un clin d'œil en coin. Mais Mike Duggan explique tout ça avec bonhomie, avec un sourire dans la voix, pas fâché, là. Il rendait hommage. Il trouvait ça même, à la limite, drôle, anecdotique. Ouais. Le problème avec ça, c'est qu'il y en a une couple, là. Premièrement, un hommage comme ça au conseil municipal pour une personne décédée, ce n'est pas un bien cuit. Pensais pas être obligé de dire ça. Pensais pas être obligé de dire que c'est pas le temps là, de frapper sur quelqu'un. Il est mort. Elle est morte. Toute une gifle pour la famille qui écoute ça, qui espérait des bons mots. Là, ils apprennent essentiellement, parce que Mike Duggan, c'est un petit peu comme ça qu'il l'explique, que Constance Provost a fait une agression sexuelle. Tu sais, il n'a pas dit un mot jamais. Puis là, en joke, presque, ouais, elle m'a pogné les fesses. C'est épouvantable pour la famille. À mon sens, ça ne se fait pas. C'est gratuit. Puis au surplus, en plus, dans le contexte actuel, c'est épouvantable pour les victimes d'agressions sexuelles. Parce qu'il est en train de banaliser ça. En disant, moi, j'ai caché ça, là, puis là, il est morte, là, c'est le temps de le sortir. J'exagère pas, mais pas pantoute, là. Alors, Mike Duggan, je pense qu'il voulait se trouver drôle. Je pense qu'il a fait ça pour bien faire. Il n'y avait pas de malice là-dedans. Puis là, il reconnaît que c'était peut-être pas la place, le conseil municipal. Bien, pas plus en conférence de presse, là. C'est pas une question de place. C'est sûr que ça se fait pas au conseil. C'est sûr que ça se fait pas dans un hommage posthume. Point la ligne. Tu fais pas ça. Il faut que tu évalues les conséquences de ce que tu dis quand tu es en politique. Vous savez, en politique, le principe est assez simple. Il faut que tu dises ce que tu penses. Mais tu ne peux pas dire tout ce qui te passe par la tête. Puis on dirait que Mike Duggan n'a pas de filtre. Jamais.
quand il avait montré un doigt d'honneur à un journaliste. Il y a plusieurs instances ou d'occasions où il ne fait pas preuve de jugement, là, de retenue ou de filtre. Il y a quelques fois, en politique, tu peux décider d'aller au-delà de ton filtre de façon volontaire, calculée, lâcher un sac de temps en temps, mais tu ne peux pas faire ça tout le temps. Puis tu fais attention quand tu le fais, à savoir, je suis en train de blesser quelqu'un. Et là, le résultat des courses, c'est que ça n'apporte rien au débat, hein, on s'entend. Il nuit à une cause, les gens victimes d'agressions sexuelles. Il nuit à la réputation de Constance Provost. Il est en train de frapper sur une femme morte, puis de faire de la peine à une famille endeuillée. En quelques secondes, il a réussi tout ça. Il y en a qui pensent que le président du Conseil aurait pu intervenir pour le faire taire. Je ne pense pas. Moi, je ne pense pas que Daniel Champagne est à blâmer là-dedans, là, mais pas pantoute. Là. Ça se passe rapidement, d'une part. Deux, il n'est pas capable de prédire ce qu'il va dire. Fait que même s'il était intervenu, il l'aurait dit pareil, il serait intervenu après. Est-ce qu'il aurait pu demander de retirer ces propos-là? Peut-être. Est-ce que le Conseil, par exemple, doit prendre acte? Puis est-ce que le Conseil doit agir? Ah là, par exemple, pour la suite des choses, je pense que oui, il y a une possibilité. Est-ce qu'il y a une résolution qui dit que le Conseil n'endosse pas du tout les propos de Duggan? Ça serait une option qui pourrait mettre un baume sur la plaie de la famille présentement. Mais essentiellement, c'est un triste épisode cette semaine là, d'un conseiller qui a dit tout ce qui passait par la tête, puis il pensait probablement être drôle, mais il faut faire bien attention en politique avec les jokes, parce que souvent, c'est pas drôle. Je veux vous parler maintenant d'un autre sujet. L'autre sujet, je vais vous parler de la corniche. Ouais, je pense que je vais vous parler de ça. La fameuse corniche au 4 jeudi. Parce que j'ai parlé, moi, rapidement, là, je vous compte ça, j'ai parlé au propriétaire, puis encore une fois, c'est en lien avec le mépris profond des élus d'Action Gatineau envers les gens d'affaires. C'est ça le thème de ce que je veux vous dire. Puis je vais vous expliquer pourquoi. Tout ça dans le cadre d'une ville qui se dit, puis qui achète, qui a acheté le vocable ou qui fait des efforts pour avoir un vocable Gatineau ville d'affaires. Là. T'sais, elle achète cette image-là, la ville de Gatineau souhaite avoir cette image-là, Gatineau ville d'affaires. Honnêtement, bullshit. Là. Donc, qu'est-ce qui arrive? 4 jeudi, on connaît ça en passant, connaissais un peu, là, puis ça me tient à cœur, le 4 jeudi. Pas parce que c'était un bar, le fun, mais parce que c'était un édifice qui avait une épicerie qui s'appelait l'épicerie La Flèche avant. Puis La Flèche, ben, c'est dans ma famille. Dans même une famille qui a les cavernes de La Flèche. Fait que, en termes de patrimoine et d'histoire, je pense pas que j'ai besoin d'une grande leçon, là. Le coffre-fort qui était là, c'était dans la famille La Flèche, là, du côté de ma mère. Donc, 4 jeudi qu'on connaît, secteur important pour Gatineau si on veut avoir un centre-ville qui a du bon sens. Décembre 2019, un dégât d'eau. Dégât d'eau, ça coule. Là, tu as un bâtiment si vieux que ça, tu ne sais jamais qu'est-ce qui arrive. Commence à regarder ça, puis il voit que c'est plus compliqué que moins. C'est pas juste une petite fissure, puis il n'y a pas juste un drain qui coule. Là. Finalement, on réalise que toute la corniche est pourrie. Il y a même des dangerosités d'effondrement d'une partie de structure qui est avec du métal, du fer, etc. C'est pesant. Fait que c'est dangereux. Alors, M. Duhamel décide de bouger rapidement pour des travaux d'urgence, puis décide de réparer ça. Bon, il décide aussi de réparer la corniche. Il ne demande pas de permis à la ville. Dans les travaux d'urgence, je pense que tu n'as pas de besoin, mais après ça, où les travaux d'urgence finissent, puis où après ça, ça te prend un permis, ça reste à déterminer. La ville dit, alors ça s'est fait décembre 2019, c'est important les dates, là, janvier 2020. Là, la ville réalise qu'il y a eu des travaux, etc., elle envoie un avis d'infraction au propriétaire. Jusque-là, là, c'est correct. Tu n'as pas de permis, tu dois te conformer. Et jusque-là, l'histoire est correcte. Et moi, ce qu'il me dit, là, M. Duhamel, c'est qu'il a l'intention de se conformer, puis que oui, de ramener des structures, des corniches, qui vont respecter le modèle ancien, le modèle historique. Au cours de l'été, il y a des discussions avec les représentants de la ville, c'est ce qu'il me dit. Mais ces discussions-là n'aboutissent pas vraiment, puis les gens avec qui il parle partent en congé de maladie. Fait qu'on change d'interlocuteur au fur et à mesure.
Et là, à un moment donné, ça tombe un peu dans l'oubli. Le propriétaire, dit toujours à la ville, oui, mais dites-moi donc ce que vous voulez que je fasse. Là, aussi, je trouve qu'il exagère parce que quand je demande un permis de construction pour une maison, je ne dis pas à la ville, hey, bâtis-moi, fais donc des plans de ma maison, là. Pas de même, ça marche. J'arrive avec des plans, puis ils me disent oui ou non. Alors là, je trouve qu'il exagère, sauf qu'en matière patrimoniale, si tu demandes à la ville, j'aimerais ça être conforme, je devrais m'aligner au moins sur quelle époque. Je trouve que ça, c'était correct. Tu sais, dire, je peux-tu savoir vers quelle époque, quelle photo là, d'origine? Il y a 50 ans, il y a 15 ans, il y a 5 ans, quand lui il l'a acheté en 2015. Alors, à quel moment, là, quelle photo que je devrais essayer d'imiter? Bon, ça reste comme ça. Il y a pas, il y a eu même des discussions très récentes, en janvier, pour aller de l'avant avec ça. Mais ça a l'air qu'il y a quelque chose qui est arrivé à partir de mars 2020. Ça a l'air là qu'il y a eu une pandémie. Hein? Ouais, on appelle ça la COVID. Puis ça a l'air qu'ils ont fermé les bars, les restaurants. Fait que lui, là, il est aux prises avec ce problème-là, puis il n'y a plus d'entrée d'argent. Il y a zéro, son commerce est fermé. Est-ce que ça excuse tout? Non. Est-ce que ça explique des choses? Peut-être. Mais le problème n'est pas là. L'enjeu ici, là, c'est qu'il est en contravention, il doit se conformer, puis lui, il dit « je veux me conformer ». Il veut le faire. Jusque-là, c'est correct. Est-ce que c'est trop long? Peut-être. Est-ce qu'on peut comprendre que c'est plus long? Ça ne doit pas être évident de trouver des ouvriers présentement. C'est tellement occupé dans le domaine de la construction. D'avoir exactement le bon modèle de corniche à faire, c'est pas évident. Puis là, on parle des centaines de milliers de dollars là, à investir. Dans un contexte de pandémie, puis qu'il n'y a plus de revenus dans le business. Ça explique. Mais moi, mon problème, c'est que j'ai vu des articles où Cédric Tessier, le conseiller du secteur, plante le 4 jeudi. Isabelle Miron, aussi d'Action Gatineau, qui est présidente de la Commission de la culture, donc en théorie responsable du patrimoine, pas vraiment le cas, là, mais elle aussi rentre là-dedans, puis ça n'a pas de bon sens, puis tu sais, des entrepreneurs cow-boys. Mais le point important dans tout ça, c'est que moi, quand je parle à Alex Duhamel, il me dit, puis je pose la question, est-ce que M. Tessier, vous êtes un citoyen, un commerçant important dans son secteur, il y a un enjeu avec la ville, il vous a-tu déjà parlé depuis 1 an que ça roule cette affaire-là, là, la corniche, les réparations, la pandémie? Y a-tu une seule fois que Cédric Tessier vous a parlé directement pour essayer d'arriver en disant, on peut-tu arriver à un consensus, là? Jamais. Puis Isabelle Miron non plus. C'est ce qu'Alex Duhamel me dit. Fait que, quand je vois donc les réactions, puis en fait, quand on regarde les articles, succession d'articles du journal Le Droit, même Cédric Tessier a dû se rétracter en disant « Ouais, ben là, j'ai réagi, je n'avais pas toute l'information, puis quand je l'ai eu, ben finalement, oui, il y a eu des rencontres. » Tout ça pour dire que moi aussi, je souhaite que ça soit beau, puis que ça soit historique à la limite, puis tout. Mais la gestion municipale face aux entrepreneurs, le gun, ça attend, il me semble que ça ne marche pas, ça. Puis il me semble qu'un dialogue, là, ça marcherait pas mal plus, ça serait pas mal plus efficace qu'un conseiller puisse dire, OK, c'est important le 4 jeudi, tu es contraire à nos règles, j'aimerais ça que tu te conformes, puis sinon, on va sortir le livre de règlement, mon chum. Mais Caroline Debine, là, je comprends qu'en pandémie, là, mais c'est quoi ton plan, là? Puis qu'est-ce que tu vas faire? Puis moi, je veux avoir ça, puis je veux qu'on dialogue. Ben non, Action Gatineau, c'est on frappe, puis après ça, on verra. Il me semble que tu n'attires pas des abeilles avec du vinaigre, là. Je sais pas. C'est ça l'expression, en tout cas. C'est ça. Et ça, je voulais vous dire pour le 4 jeudi. Je veux terminer en vous parlant d'un autre sujet. Je vous le dis tout de suite, c'est un sujet plus compliqué. Mais je veux en parler. Et aujourd'hui, je me positionnerai pas sur bonne idée, mauvaise idée. Mais je veux vous montrer comment on a rarement les deux côtés de la médaille dans les débats publics à Gatineau. Je veux vous parler de la décision du Conseil de commencer une démarche pour avoir un droit de préemption à Gatineau. Je vous explique ça rapidement. Droit de préemption, c'est une possibilité pour la Ville de désigner certains immeubles, puis, dans le fond, là, d'avoir un droit de premier refus, d'être capable pour Gatineau de dire « OK, toi, tu veux vendre ta propriété, je l'avais identifié déjà, et là, t'avant, je veux lever la main pour dire non, je veux l'acheter au même prix. » Ça, c'est le principe.
Il y a juste une ville au Québec qui a ce pouvoir-là, et c'est la ville de Montréal. Il n'y a aucune autre ville, pas Québec, personne. Et ce pouvoir-là, dans le fond, c'est quoi? C'est que la ville veut se donner un pouvoir, demande à Québec de lui donner un pouvoir, donc de cibler des immeubles. Cette citation dure pendant 10 ans, et ça veut dire que si le bâtiment est en vente puis il y a une offre d'achat acceptée, bien, ça c'est Montréal. Je vous explique ce qui se passe à Montréal. La ville a 60 jours pour dire « OK, bien, finalement, je vais utiliser mon droit de préemption puis je vais l'acheter ton immeuble au prix qui a été convenu. » Différentes choses là-dedans. 1. Devez-vous bien me dire si c'est bon ça, juste comprendre, mais pourquoi est-ce que la ville n'a pas demandé à l'UMQ de faire pression pour que toutes les villes puissent avoir ce droit-là? Montréal, c'est un cas exceptionnel. Il n'y a pas d'autre comparaison au Québec, là. Ils ont des pouvoirs exceptionnels dans toutes sortes de choses. Mais pour ce qui est des autres villes, expliquez-moi pourquoi Gatineau devrait avoir ce pouvoir-là, mais pas Québec. Si c'est si bon que ça, là, puis c'est bon pour mettre des parcs, mettre des bibliothèques, mettre des arénas, protéger des lieux culturels, pour bâtir du logement social, c'est bon pour toutes sortes d'affaires, cette affaire-là. Alors, pourquoi est-ce que Gatineau a décidé de demander ça de façon seule, au lieu de demander à l'UMQ, on veut que toutes les villes puissent avoir ça? Première question. Deuxième chose, je ne vous dis pas que je suis contre, là, mais je veux vous montrer l'effet contraire ou l'effet pervers de cette politique-là. Alors, voici comment ça marche. On va prendre des cas concrets. Mettons que moi, là, je veux vendre mon bâtiment. Puis il a déjà été cité. Il y a un huissier qui est venu me donner une lettre en disant « Ton bâtiment, là, il est assujetti au droit de préemption. C'est bon pour 10 ans. » OK? Moi, là, samedi, là, quand je regarde l'ensemble, elle leur dit « Vous avez tout le processus à Montréal. » Alors, quand je vais recevoir, je mets mon bâtiment à vendre. Mettons que je dis « Je veux 600 000 pour mon bâtiment. » Et j'ai une offre d'achat. Puis les conditions sont toutes levées. Ça va? Il y a quelqu'un qui dit « OK, Roch, je te donne 600 000 $, puis les conditions, c'est levé. Les conditions d'inspection, puis le financement. » Parfait. Mais là, avant de conclure la transaction avec quelqu'un qui achète mon bâtiment, moi, je suis obligé de remplir un formulaire de 4 pages, puis de l'envoyer à la ville. En disant à la ville, bon, ben moi, j'ai un bâtiment que vous avez désigné dans la possibilité de préemption. Je l'ai vendu. J'ai un accord, j'ai une offre d'achat acceptée signée. Il vaut 600 000. Je veux le vendre. Et là, la ville a 60 jours à Montréal, a 60 jours pour décider si elle laisse passer la transaction, puis le droit de préemption saute, ou elle décide de dire non, Roch, tu ne le vends pas à Joe Blow, je te paye 600 000 pour ton bâtiment. La conséquence de tout ça, c'est qu'imaginez l'effet sur le prix. Moi, quand quelqu'un vient visiter, là, puis là, dans ma déclaration du vendeur, je suis obligé de dire qu'il y a un droit de préemption dessus. Fait que le vendeur, surtout dans un marché actuel, là, imaginez, là, tout le monde du bas pour des bâtiments, quelqu'un vient ici et dit, ben, je te ferais bien une offre d'achat, mais si tu l'acceptes, ça veut dire que pendant 60 jours, moi, je ne saurais pas si je l'ai acheté. Même si tu acceptes mon offre d'achat, pendant 60 jours, là, j'ai les 2 mains attachées, je ne peux pas aller magasiner une autre maison, j'ai une offre d'achat attachée ici, puis pendant 60 jours, je suis dans le qui-vive, je suis dans l'inconnu, puis peut-être que je vais perdre mon bâtiment. C'est ça la réalité, là. Moi, je pense qu'il y a un effet qui fait baisser la valeur. Parce que j'ai une contrainte de plus. Alors, avant que quelqu'un dise, OK, je vais faire une offre d'achat aussi à 600 000, puis que je vais être dans l'incertitude pendant 60 jours, je ne serai pas capable de magasiner d'autres maisons, en tout cas que pendant 60 jours. Parce que là, si je ne pourrais pas faire une autre offre d'achat, je ne passerai jamais à la banque. Moi, être pogné avec 2 maisons. Jusqu'à temps que la ville se décide. Alors, voyez-vous encore une fois comment on ne discute pas des effets pervers d'une peut-être bonne idée. Puis tout ça va rester à peaufiner en passant, à peaufiner dans des règlements. C'est ça qu'on va dire au conseil. Ah, des détails. Non, ouais, des détails, c'est parce qu'on ouvre la porte à ça. Là. À Montréal, c'est exactement comme ça. Là. C'est 60 jours d'incertitude. Puis ça, 60 jours, j'espère qu'on réalise. Ici, à Gatineau, les services d'urbanisme sont comme occupés pas mal. Puis c'est long, les délais. J'espère que ça va être que 60 jours. Que quelqu'un rentre une offre d'achat acceptée,
Puis là, la ville est obligée, et puis il y a plein d'affaires, là, ça prend le certificat de localisation, ça prend un rapport d'inspection, ça prend toutes sortes de maudites affaires. Puis là, la ville doit décider, OK, est-ce que je me prévaux de mon droit de préemption? Alors, j'ai hâte de voir la suite des choses, mais c'est rien que pour vous montrer que il me semble qu'on fait l'économie d'un vrai débat, là. Surtout, puis je vous explique quelque chose. Surtout que tout ça, c'est pour avoir des terrains, pour être capable de faire quelque chose de municipal. Logement social, je le disais, des parcs, des infrastructures. Mais la ville détient déjà ce pouvoir-là. On appelle ça un pouvoir d'expropriation. Ah, mais c'est du trouble, c'est long, ça coûte cher. Ben oui, mais c'est ça la loi. Ça coûte cher, c'est long, puis c'est du trouble pour une ville. Mais c'est pour protéger le citoyen. Fait qu'encore une fois, Gatineau souhaite passer à côté des règles établies, au détriment de qui? Au détriment du citoyen, en argumentant le bien commun ici. En disant, ouais, je pourrais exproprier ton bâtiment que je voudrais, je pourrais, mais là, il faut que je prouve la nécessité, puis il faut que je prouve la valeur, puis il y a un dédommagement, puis avoyez donc, puis que ça risque d'être plus cher. Ben oui, c'est ça, mais c'est ça une expropriation. Mais là, comment on a fait ça? On fait ça à l'envers, puis on dit, bien, le fardeau, finalement, on va tout mettre en suspens pendant 10 ans pour un bâtiment donné, puis on va mettre, dans le fond, une épée de Damoclès sur la tête à tous les propriétaires qui sont visés par cette désignation-là. Tu sais, je trouve ça plate. Vous savez, à Gatineau, je réfléchissais à ça. À Gatineau, il y a vraiment deux façons de voir ça. Moi, la notion d'une ville, là, c'est que la ville, il faut qu'elle soit au service des citoyens. Mais pour le conseil actuel, c'est l'inverse. C'est les citoyens au service de la ville. Puis il me semble, dans une ville, pas de même, ça devrait marcher. On va suivre ça avec intérêt, ce débat-là de préemption, mais regardez la face cachée de cette peut-être fausse bonne idée. Merci beaucoup d'avoir été là. Je vous retrouve bientôt pour un autre podcast, Les vraies affaires, zéro bullshit. Salut tout le monde.